La situation ne cesse d'empirer pour la Russie. La Crimée était déjà dans une situation désespérée. Le bombardement ukrainien de la route R-280 avait transformé une artère logistique en une autoroute vers l'enfer. Maintenant, cela devient encore pire. L'Ukraine cible systématiquement chaque pont menant en Crimée. De grandes boules de feu les engloutissent. Les véhicules de ravitaillement sont écrasés comme des mouches par les drones ukrainiens. Le serpent russe vient d'être décapité. Un pont a été plus durement touché que les autres, mais ce n'est pas celui auquel vous pensez. 50 véhicules russes sont montés sur ce pont. Quelques minutes plus tard, pouf, ils avaient disparu. Le 11 juin, les forces ukrainiennes ont fait ce qu'elles font la plupart des nuits, dans les territoires occupés de leur pays. Localiser des cibles et envoyer des drones puissants de moyenne portée pour frapper. Mais cette fois-ci, c'était différent. L'Ukraine ne visait ni les défenses aériennes, ni les regroupements de troupes. Elle visait le dernier pont terrestre, encore fonctionnel vers la Crimée. Le passage d'Armiansk dans l'oblast de Kherson est le salut de la Russie. Après une campagne dévastatrice de l'Ukraine, ce passage est le seul pont encore debout qui offre aux forces russes une route terrestre directe vers la Crimée via l'Ukraine. Les camions et citernes de carburant ont été redirigés sur ce pont, créant un embouteillage de cibles n'attendant plus que les drones ukrainiens pour les repérer. Attention spoiler, l'Ukraine a trouvé sa cible. Dans la nuit du 11 juin, l'Ukraine a déchaîné une tempête mortelle de drones sur tout le passage d'Armiansk. Menée par le 1er régiment d'assaut séparé ukrainien, la frappe a fait plus qu'endommager le dernier pont terrestre, reliant la Russie à la Crimée. Elle a immobilisé chaque véhicule qui tentait de passer. Quand la poussière et la fumée se sont dissipées, les chiffres sont tombés. En quelques minutes, environ 50 véhicules de ravitaillement russes avaient été détruits. Une seule frappe nocturne les a laissés en flammes sur le seul pont de Crimée qu'il reste à la Russie. La Russie aurait dû le prévoir. Les sbires de Poutine savaient probablement exactement ce qui allait se passer. Leur problème, c'est que l'Ukraine ne leur avait laissé aucun choix. La seule raison pour laquelle de nombreux camions de ravitaillement empruntèrent le passage d'Armiansk, c'est que l'Ukraine avait frappé un autre pont dans l'oblast de Kherson quelques jours plus tôt. La Russie a dû détourner ces camions ou les laisser à Kherson, incapable de ravitailler la Crimée. Poutine regrette sans doute de ne pas avoir laissé les camions, mais il ne le pouvait pas. Pris dans un cercle vicieux créé par l'Ukraine, il doit approvisionner la Crimée, mais risque les attaques de drones ukrainiens sur les camions envoyés sur une unique route vers la péninsule. Le piège était tendu, l'Ukraine l'a déclenché avec brio. Pour saisir le génie de la dernière manœuvre ukrainienne, il faut se rendre au pont de Tchernobyl. Comme le passage d'Armiansk, où l'Ukraine vient d'anéantir brutalement 50 véhicules russes, le pont de Tchernobyl était une artère logistique reliant la Crimée à l'oblast de Kherson. Rectification, c'était l'artère logistique. Une série de frappes en juin a causé les dégâts. D'après le commandant du 1er régiment d'assaut séparé, Dimitro Filatov, le pont de Tchernobyl n'existe plus. Les frappes ukrainiennes ont gravement endommagé le pont de Tchernobyl, le rendant inutilisable pour tout trafic civil ou militaire. Les images satellitaires racontent toute l'histoire. Les photos avant-après montrent ce que sont vraiment des dégâts critiques. D'abord, le pont est intact, puis il a disparu, anéanti par les frappes de drones menées librement par l'Ukraine. La Russie a déjà déployé un passage de fortune avec un ponton pour remplacer le pont. Mais cela ne va pas fonctionner. L'Ukraine pourrait frapper ce passage à tout moment, et il n'est pas du tout assez grand pour supporter le trafic nécessaire afin d'approvisionner la Crimée via Kherson. Après la destruction du pont de Tchernobyl, l'ennemi a massé de nombreux camions de fournitures militaires sur la route d'Armiansk, selon Bilatov. Et cela nous ramène justement au pont, où l'Ukraine vient de neutraliser 50 véhicules. Bilatov était l'un des chefs de cette opération, et il nous a donné un aperçu intéressant de la rapidité avec laquelle l'Ukraine est désormais capable de passer de la prise de décision à la conduite d'une attaque. Il ne s'est écoulé que 6 heures entre la décision et la frappe. Nous avions déjà anticipé que l'ennemi finirait par déplacer le trafic vers des itinéraires alternatifs, donc des opérations contre le corridor d'Armiansk ont été préparées à l'avance, explique Bilatov. Nous avions dit que l'Ukraine avait mis la Russie dans une impasse. Ce que nous avons vu le 11 juin, c'est l'Ukraine refermer le piège autour des véhicules de ravitaillement russes, qui n'avaient d'autre choix que de s'entasser sur un pont qu'ils n'étaient jamais censés emprunter. Mais pour que le piège ukrainien se referme, il fallait plus que la destruction du pont de Tchernobyl. Bilatov le souligne,
notant que 50 véhicules de ravitaillement russes brûlent maintenant au passage d'Armiansk grâce au travail acharné d'autres unités menant des frappes contre Mariupol et la route vers Boudeyansk. Ce que nous voyons ici, c'est une coordination létale, la capacité de frapper plusieurs cibles en même temps, forçant la Russie à diviser ses défenses au point où elle est tout simplement incapable de faire face. Bilatov et son unité ont profité de la diversion et leurs drones ont causé les dégâts. Un demi-siècle de frappe vient de laisser la Crimée plus isolée que jamais auparavant. L'Ukraine a officiellement confirmé l'attaque et des images ont été publiées, montrant ce que ces drones ont fait. Nous voyons souvent des vidéos tournées par les drones d'attaque lorsqu'ils foncent sur leurs cibles. Des ponts sont touchés, des véhicules brûlent. Ces frappes sont précises, et ce qui est plus inquiétant pour Poutine, elles sont menées contre des cibles clés qui semblent presque totalement sans défense. Pour la Russie, le plus inquiétant est que ce n'est pas un cas isolé. L'Ukraine cible la logistique russe, battant des records quotidiens, en détruisant véhicules de ravitaillement et camions-citernes. Le 29 mai semblait marquer le début de la campagne de l'Ukraine, puisqu'elle a détruit 483 véhicules de ravitaillement russes en 24 heures, un record journalier pour la guerre en Ukraine à ce moment-là. Depuis lors, les pertes de véhicules russes se comptent par centaines pratiquement chaque jour. Le 14 juin en est un parfait exemple, puisque UATV rapporte que 400 véhicules russes et camions-citernes ont été laissés en flammes par les drones ukrainiens. Il y a des boules de feu sur toutes les routes terrestres menant à la Crimée, et elles ont un effet dévastateur sur les tentatives de Poutine de maintenir sa mainmise sur la péninsule qu'il a volée à l'Ukraine en 2014. 50 véhicules détruits sur une route, c'est frappant, mais ce n'est qu'un épisode d'une campagne de plusieurs semaines ayant mis hors service des milliers de véhicules russes. Au passage d'Armiansk, on voit la Russie payer le prix d'avoir dû rediriger son trafic logistique. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Le vrai problème pour Poutine, c'est ceci. L'Ukraine n'a pas seulement détruit le pont de Tchernobyl, ce qui a obligé à utiliser d'abord le passage d'Armiansk. 4 des ponts reliant la Russie à la Crimée par voie terrestre ont été détruits, et tout cela s'est produit en une seule nuit. Le pire pour Poutine, c'est que l'Ukraine ne se vante même pas de son acte. Quelque part caché à Kherson se trouve Vladimir Saldo, le chef du gouvernement fantoche que la Russie a installé dans les régions occupées de l'oblast. Terrifié par les actions futures de l'Ukraine, il s'est tourné vers Telegram pour révéler l'ampleur des frappes ukrainiennes contre les artères logistiques russes. La nuit dernière, l'ennemi a attaqué des ponts, au-dessus du canal de Crimée du Nord, près de Pribrzhanka et Mirno, un pont routier sur l'autoroute Perakop-Amiansk, et un pont près du village de Stavki, a déclaré Saldo sur la plateforme de médias sociaux, révélant l'ampleur totale de l'opération ukrainienne. Il est tombé dans l'absurdité russe en minimisant la réussite ukrainienne. Il affirme qu'il y a quelques dégâts. Saldo, 50 véhicules en feu, un pont de Tchernobyl complètement détruit, et le fait que les camions de ravitaillement russes ne peuvent emprunter aucune route vers la Crimée sans être pris pour cible par les drones ukrainiens, c'est un peu plus que quelques dégâts. Le gouverneur de Kherson a aussi déclaré que les défenses russes avaient détruit 45 drones d'attaque ukrainiens lors de l'attaque du 11 juin. Aucune information sur les drones ayant échappé à la défense. Il s'agit peut-être des débris de drones ukrainiens qui ont détruit des véhicules et des points de passage dans la nuit du 11 juin. La situation peut-elle empirer pour Poutine ? Si vous connaissez l'Ukraine, vous avez déjà la réponse. Outre l'offensive du 11 juin, l'Ukraine a passé les 4 jours précédents à couper toutes les routes du nord utilisées par la Russie vers la Crimée. Il y a les frappes contre le pont de Tchernobyl, que nous avons mentionné plus tôt. Cependant, l'Ukraine a également frappé la bande de terre reliant Henichesk et la flèche d'Arabat, qui a été mise hors service le 10 juin. Cela a obligé la Russie à rediriger le trafic vers Armiansk et un autre passage à Perakop. Les deux ont été frappés le 11 juin, la Russie manque de temps. Petit à petit, l'Ukraine s'attaque à la tête du serpent criméen. Cette tête ne tient plus qu'à un fil, et il est probable que l'Ukraine attaquera toutes les routes restantes utilisées par la Russie à travers Kherson et vers la péninsule jusqu'à leur inutilisation. Bientôt, l'armée russe ne pourra plus détourner ses véhicules de ravitaillement. Ils seront laissés à l'arrêt, tandis que la campagne impitoyable et parfaitement coordonnée de l'Ukraine isole la Crimée. Mais avant d'approfondir ce qui se passe sur la péninsule de Crimée, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos.
Chaque frappe menée par l'Ukraine, que ce soit contre des ponts ou des véhicules tentant de les traverser, a un but précis. L'Ukraine coupe les artères logistiques qui alimentent la péninsule de Crimée. Tout a commencé avec la route R280, que l'Ukraine a transformée en véritable autoroute vers l'enfer pour les forces russes, fin mai et en juin. Partant de Rostov-sur-le-Don en Russie, traversant Mélitopol et Marioupol, occupés jusqu'à la Crimée, cet itinéraire est désormais en grande partie fermé à la circulation civile. Le trafic de marchandises et militaires sur ces routes ne va pas très bien. À son apogée, environ 3800 véhicules de fret circulaient chaque jour sur la R280, ce qui vous donne une idée de l'ampleur de l'opération logistique menée par la Russie. D'après le commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, Robert Brovdi, le trafic sur ce tronçon clé de l'autoroute a chuté de façon spectaculaire de 71%. La Russie ne prend désormais le risque d'envoyer que 1100 véhicules par jour au lieu de 3800. Les répercussions se font sentir en Crimée. Tout cela s'inscrit dans le plan de l'Ukraine, visant à frapper l'arrière russe pour paralyser le réseau logistique sur lequel Poutine s'appuie pour contrôler la péninsule. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, le 12 juin, les frappes ukrainiennes sur les lignes de communication russes pourraient avoir des effets en cascade et compliquer les préparatifs russes d'opérations offensives. JLOC désigne les lignes de communication terrestres et révèle une autre dimension du conflit en Ukraine, les frappes de moyenne portée du pays. Alors que des camions brûlent et que des routes sont coupées, l'Ukraine détruit également les communications entre la Crimée et les territoires occupés. C'est de l'isolement, et cela fonctionne. Les frappes ukrainiennes n'ont même pas besoin d'avoir lieu en Crimée même pour que les occupants russes de la péninsule en subissent les effets. Ce que fait l'Ukraine aujourd'hui est bien plus intelligent que de simplement frapper la Crimée avec des missiles et des drones, même si elle continue aussi souvent à le faire. Nous l'avons vu lors de la nuit des frappes contre 50 véhicules russes et 4 routes terrestres, lorsque le gouverneur public de la ville portuaire criméenne de Sébastopol, Mikhail Razvozayev, a affirmé que les défenses aériennes du port avaient abattu 32 drones entre 22h00 et minuit le 11 juin. Si on connaît la Russie, abattu indique que certains drones ont atteint leur cible. Concernant les routes terrestres de Crimée, l'Ukraine mène une campagne méthodique et calculée. Pour l'Ukraine, la guerre contre la Russie ne finira pas tant que la Crimée ne sera pas reprise. Mais une attaque directe contre la péninsule serait suicidaire, même à ce stade avancé de la guerre. Et la Russie s'est épuisée pendant 4 ans, en se brisant les dents contre les défenses de l'Ukraine. Alors l'Ukraine frappe à distance, en Crimée, autour de la Crimée, contre chaque artère logistique qui permet d'approvisionner la péninsule. À mesure que de plus en plus de routes sont coupées, que des ponts sont détruits et que des véhicules brûlent, les munitions, le carburant, l'équipement et les fournitures qui circulent entre la Crimée et les territoires occupés s'arrêtent complètement. Voilà toute l'ingéniosité de la stratégie ukrainienne. Elle n'a pas besoin de forcer la Russie à partir en envoyant des soldats. L'Ukraine rend l'idée même de garder la Crimée intenable pour Poutine. Actuellement, l'emprise de la Russie sur la Crimée est plus faible qu'à tout autre moment depuis l'occupation, alors que les frappes ukrainiennes à moyenne portée font sentir leurs effets. L'Ukraine a créé un blocus logistique en utilisant des drones de frappe à moyenne portée, y compris le Hornet fabriqué aux États-Unis, qui a une portée d'environ 150 km. Ces drones mènent sans cesse des recherches et frappent en survolant les routes d'approvisionnement russes, prêts à éliminer des cibles. D'autres drones commencent à apparaître, comme le Morrigan, qui peut être lancé sans piste, permettant à l'Ukraine de réagir encore plus rapidement aux opportunités tout en réduisant les risques pour les opérateurs de drones du pays. Nous avons observé que le trafic militaire russe sur la RR280 a fortement ralenti. Les drones de moyenne portée ukrainiens posent aussi problème dans d'autres régions occupées, dont Luhansk. Là-bas, le 3e corps d'armée ukrainien a lancé une campagne aérienne qui leur a permis de contrôler de larges portions du ciel au-dessus d'une des régions clés du Donbass. Ce contrôle permet au corps d'effectuer des frappes similaires à celles que nous voyons sur les ponts terrestres, reliant la Crimée au continent ukrainien. Des camions et routes sont détruits partout en Ukraine occupée. Les soldats en première ligne ne reçoivent pas ce qu'il leur faut pour lancer un nombre record d'assauts que Poutine espère pour prendre le Donbass cet été. En Crimée, la destruction de 50 camions à Armiansk, ainsi que des centaines que l'Ukraine détruit chaque jour dans tous les territoires occupés, entraîne d'énormes pénuries de carburant. C'est une souffrance imposée aux Russes qui occupent la péninsule, sans que l'Ukraine les frappe directement.
Dans un rapport du 11 juin publié quelques heures seulement avant que l'Ukraine ne détruise des véhicules à Armiansk, Reuters a indiqué que les stations-service de toute la Crimée étaient à sec, conséquence directe de la campagne de blocus logistique de l'Ukraine contre les camions-citernes russes. Le média affirme que des témoins sur place à Sébastopol rapportent que les stations-service ne se contentent plus de rationner le carburant. Elles sont complètement à sec, la dernière station encore ouverte se trouvant dans la ville balnéaire d'Yevpatoria. Il ne faudra pas longtemps avant que cette station-service soit elle aussi à sec. Quand cela arrivera, les civils de Crimée ne pourront plus travailler ni se déplacer, perturbant fortement la vie quotidienne sur la péninsule. La situation en Crimée est connue depuis plusieurs semaines, mais alors que l'Ukraine frappe encore la logistique russe, les pénuries de carburant s'étendent. Selon le Kyiv Post, des pénuries de carburant sont désormais signalées dans une douzaine de régions russes. Moscou affirme qu'il n'y a pas de problème systémique. Mais il y en a un. L'Ukraine sape l'approvisionnement russe en carburant en détruisant des camions dans tous les territoires occupés. La crise du carburant en Russie s'aggrave, a rapporté la BBC le 8 juin, et les habitants de Crimée commencent à faire ce que Vladimir Poutine ne veut surtout pas qu'ils fassent, parler des dégâts causés par l'Ukraine. Je vais désormais au travail à pied. C'est moins pratique que de conduire, mais ce n'est pas un problème. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'acheter un cheval, rapporte la BBC, selon un habitant de la ville de Simferopol, avec une pointe d'ironie. Félicitations, Poutine. Vous poussez votre peuple à aspirer à des moyens de transport médiévaux. Même l'une des principales sources de revenus de la Crimée n'attire pas autant qu'attendu. Le tourisme sur la péninsule diminue principalement parce que les voyageurs ignorent s'ils pourront se déplacer en Crimée une fois sur place. Dans un rapport du 11 juin, Novaya Gazeta a révélé que pour 2 réservations de voyage en Crimée, il y a 10 annulations. Les réservations d'hôtels ont diminué d'1 tiers, tandis que les annulations ont augmenté de 79%. Les voitures, les bus et les trains qui transportent chaque année des gens vers la Crimée ne sont plus fiables, si bien que les touristes russes abandonnent la péninsule en masse. Pourquoi est-ce important ? Pour la Russie, le tourisme estival en Crimée est crucial dans le récit que Vladimir Poutine veut construire autour de la péninsule. Lorsque des civils affluent en Crimée pour profiter du littoral et du climat, la Russie peut prétendre que la situation s'est normalisée et que sa population se sent suffisamment en sécurité pour s'y rendre, même après plus de 4 ans de guerre avec l'Ukraine. La machine de propagande s'active et l'illusion est créée. Mais lorsque les touristes abandonnent leur projet de vacances en Crimée, l'illusion vole en éclats. Sur le plan tactique, les frappes de l'Ukraine visent à priver la Russie de son contrôle sur la Crimée en isolant la péninsule. Mais ces victoires de propagande transmettent vraiment le message. La mainmise de Poutine sur la péninsule annexée illégalement en 2014 s'effrite lentement. On constate la perte de contrôle à la télévision d'État russe. Selon le Kyiv Post, les propagandistes pro-Kremlin à la télévision d'État russe se sentent désormais obligés d'aborder la situation en Crimée. Vladimir Solovyov, qui a longtemps été l'un des plus grands partisans de Poutine, a déclaré en direct à ses téléspectateurs que l'Ukraine coupe activement la logistique russe vers la péninsule. Solovyov panique. Il pense qu'un débarquement amphibie à grande échelle pourrait avoir lieu en Crimée, ce qui pourrait infliger un choc dévastateur à l'ensemble du système russe. Peu importe que ce débarquement ait lieu ou non. Ce qui importe, c'est la panique qui empoisonne la propagande. Ce que Poutine doit accepter maintenant, c'est que la péninsule qu'il a si longtemps exhibée comme un trophée s'est transformée en un nœud coulant autour de son cou. Chaque fois que l'Ukraine détruit un pont ou frappe un véhicule de ravitaillement en route vers la Crimée, le nœud se resserre davantage. Maintenant, Poutine fait face à un choix impossible. Garde-t-il la tête dans le nœud coulant en s'étouffant, comme les lignes d'approvisionnement qui desservent la Crimée occupée, ou arrache-t-il sa tête et renonce au contrôle de la péninsule ? Poutine doit décider rapidement. L'Ukraine ne va pas arrêter ses frappes à moyenne portée, alors qu'elle poursuit sa stratégie d'isoler la Crimée pour forcer un retrait russe. Il y a une chose dont nous sommes sûrs, 1,5 million d'occupants en Crimée regrettent leur décision en ce moment. L'avertissement lancé contre le pont de Tchernobyl avant les frappes ukrainiennes du 11 juin aurait dû être pris au sérieux. Vous pouvez en savoir plus sur les frappes initiales de l'Ukraine contre le pont, ainsi que sur le tout nouveau drone qui a été la vedette du reportage, en regardant notre reportage. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de ce que nous préparons. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.